Coucou les cousses, bonjour les loulous. Aujourd'hui, atelier généalogie. On va faire notre arbre généalogique. Alors, vous prenez une feuille et un crayon à papier. Voici un modèle que je propose à mes élèves. Et sinon, vous avez aussi celui-là qui se lit dans ce sens-là, que j'ai récupéré aux archives départementales. Il se lit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on écrit comme ça, avec la feuille debout. Ou tout simplement, vous prenez une feuille de brouillon. Et en gros, on va expliquer comment ça fonctionne. La feuille de brouillon, je l'ai pliée en plusieurs morceaux pour être sûr de bien rester sur les lignes. Et on va expliquer comment fonctionne un arbre généalogique avant de commencer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un arbre parce que ça ressemble vaguement à un arbre, avec le tronc, les branches et les petites feuilles. En bas, c'est vous. Juste après, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, et vous pouvez remonter comme ça jusqu'à vos ancêtres. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les pères sont toujours à gauche, de ce côté-là, et les mamans toujours à droite. C'est-à-dire les parents de votre papa. Ici, vous avez votre grand-père paternel à gauche, votre grand-mère maternelle à droite, et pareil pour maman, la grand-mère maternelle à gauche, le grand-père maternel à gauche, et la grand-mère maternelle à droite, et ainsi de suite. Alors, sur une feuille A4 comme ça, sur mon modèle, j'ai pu monter seulement aux arrière-grands-parents. Vous avez un petit peu de place là-haut pour écrire. Mais sur le modèle des archives, ici, c'est vous. De chaque côté, il y a vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents et ici, vos arrière-arrière-grands-parents. Ça fait 5 générations en tout avec vous. Mais je vais quand même utiliser mon modèle. Et pour bien expliquer les petits détails qu'il faut mettre dans les cases, je suis partie d'un personnage fictif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. C'est Nolan Shepa, un petit garçon qui est né en 2007. Il n'existe pas. Alors, Nolan Shepa. Alors, surtout, il faut écrire le nom de famille en capital pour qu'on puisse bien le voir. Et le prénom. Ici, je l'ai écrit en attaché. Toujours écrit en papier. Et en dessous, j'ai mis sa date de naissance. Alors, si vous avez la place, vous pouvez écrire la date au complet, c'est-à-dire le numéro, le mois et l'année. Ici, il y a un petit trait, parce que normalement, c'est la date de décès, la date de mort. Mais Nolan, il est toujours là. Juste à côté, il y a son père et sa mère. Le papa de Nolan, il a demandé « Comment tu t'appelles papa ?» Je m'appelle Joey Marc, et je sais pas, je suis née en 1979. Comme il est toujours là, il n'a pas de date de décès. Alors ici, vous voyez une personne, je lui ai mis Rosalie Louis, parce que c'est la nouvelle copine de son papa. Comme il l'aime bien, il l'a mis dans son arbre, mais normalement, on met pas les belles-mères. Ici, on voit que j'ai marqué, c'est moi qui le rajoute, j'aime bien mettre la période ou l'année de mariage. Ici, j'ai marqué que le papa et la maman de Nolan étaient mariés entre 2005 et 2010. Là, c'est 2 anneaux que j'ai barrés pour dire, malheureusement, ils ont divorcé. Ici, c'est la maman de Nolan. Maman, comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom en entier? Nadia Maria Ribeiro. J'ai mis entre parenthèses parce que c'est son nom qu'elle a eu à la naissance. Quand elle s'est mariée, elle s'appelait Shepa. Parce que vous savez, quand on se marie, bon, plus maintenant, on n'est plus obligé, mais quand on se marie, les femmes, on prend le nom de famille du papa, du mari. Elle est née en 1982 et elle n'a pas de date de décès parce qu'elle est toujours là. Alors, le papa de Nolan. Quand il a demandé à papa, mais comment elle s'appelle mamie? Mamie, tu sais bien, elle s'appelle Marie-Vonne. Elle est née en quelle année, mamie? Elle est née en 1959. Ok. Et comment il s'appelle ton papa? Là, il se trouve que le papa de Nolan, il ne connaît pas son papa. Et quand il demande à mamie Marie-Vonne, mamie, comment il s'appelle le papa de papa? Elle l'a envoyé balader. Bon, certainement que, elle ne connaît pas le papa ou elle ne veut plus en entendre parler. C'est un peu triste parce que ça veut dire que toute cette branche-là, elle est vide sur l'arbre de Nolan. Il n'a pas d'informations sur sa partie paternelle. Mais c'est pas grave, on va continuer du côté de maman. Alors, il est allé chez ses grands-parents, il a le nom de son papy, Lorenzo, et de sa mamie, Isabella, qui elle s'appelait Lula. Pareil, il écrit la date de naissance, ici l'année de naissance. Et il a pu avoir la date où ils se sont mariés. Ici, j'ai marqué 1983 et 2 anneaux
qui sont attachés. Alors Morgane m'a fait remarquer que c'est pas possible que Isabella se soit mariée alors qu'elle avait 11 ans, n'est-ce pas? Donc on va pas dire qu'elle s'est mariée en 83, elle s'est mariée en 93. Moi je trouve qu'à 18 ans c'est trop tôt, mais bon. Non, là elle a pas 93, elle avait 21. Plus 3, elle avait 21. Non, c'est bon. Oui, t'as promisé. Ok, bon, ça va. C'est mieux comme ça. Oui, donc mon petit Nolan, pour avoir le nom de ses arrière-grands-parents, il a dû parler avec son papy. Et moi, je vous conseille de le faire vraiment. C'est de discuter longuement avec vos parents, vos grands-parents, et de leur demander toutes les infos. Ici, Marie-Vonne, elle a pu donner le nom de sa mère à elle. Ok, mais elle n'a pas les dates de naissance et de décès. Ça aussi, c'est un peu triste. Par contre, les grands-parents du côté de la maman de Nolan, il a pu avoir le nom de tous les arrière-grands-parents. Donc, c'est comme ça ici que j'ai pu mettre une année de naissance et de décès parce que le grand-père, la grand-mère, ils avaient encore ces informations-là. Ici, par exemple, j'ai pu mettre que Giorgio et Anna, ils sont toujours vivants parce qu'ils n'ont pas encore de date de décès. Ok ? Là, notre petit Nolan, il n'est pas allé jusqu'en haut parce que pour ces informations-là, il faut aller dans les archives. Pour résumer, dans un arbre, ce qui est important de mettre, c'est le nom de famille et le prénom, le ou les prénoms. Ici, j'ai précisé Jo et Marc. Souvent, les personnes avaient 1, 2, 3, voire 4 prénoms. Souvent, c'est les noms de baptême, mais ils sont écrits sur leur carte d'identité et sur les documents d'état civil. Il faut aussi mettre l'année, au moins l'année de naissance. Et si possible, vous pouvez rajouter la ville où ils sont nés. Par exemple, je pourrais rajouter Nadia, la mère de Nolan. Elle est née à Macoria. Donc, je marque Macoria. Et son papa, lui, il est né à Cayenne. Ok ? C'est important de connaître le nom de la ville parce que pour faire les recherches après, si vous arrivez à trouver la ville où chacun est né, ce sera plus facile pour continuer les recherches. On peut aussi mettre le métier qu'ils exercent ou qu'ils exerçaient. Par exemple, la mère de Nadia, elle est couturière. Donc, je vais marquer quelque part. J'ai plus de place. On va écrire en bas, hein, c'est pas trop grave. Couturière. Sa maman aussi, c'est-à-dire la grand-mère de Nolan, couturière. Ça peut être intéressant parce que pour comprendre un petit peu comment fonctionnait la famille, c'est toujours intéressant d'avoir ces données-là. Et les années de mariage aussi, c'est important de les avoir. Dans les états civils, vous avez des documents pour les naissances, c'est-à-dire les actes de naissance, des documents pour les décès, c'est-à-dire les actes de décès, et les documents pour les mariages, les actes de mariage. Et dans chaque document comme cela, vous avez une mine d'informations, le nom des parents, leur âge à l'époque où a été fait le papier. Vous avez aussi les adresses parfois et vous avez aussi les métiers. Donc c'est important de relever toutes ces petites informations-là pour après continuer et essayer de monter le plus loin possible dans votre arbre. Personnellement, pour moi, pour mes filles, de mon côté, je suis remontée jusqu'à la 7e génération. C'était dans le début des années 1800. Et du côté, pour mes filles, du côté de leur papa, je suis montée jusqu'à la 13e génération. Donc en général, c'est assez facile de monter au moins jusqu'aux arrière-grands-parents. Si vous n'arrivez pas à avoir les informations en une seule journée, c'est normal. Parce qu'il faut vraiment prendre le temps de discuter avec ses parents, ses grands-parents, de leur téléphoner s'ils sont loin. Et dites-moi si vous avez réussi, les loulous. Dites-moi à quelle génération vous êtes montés et puis jusqu'à quelle année. On va répondre à une petite question de Morgane qui me dit pourquoi j'ai mis 10 ans d'écart entre les parents. Parce que, bon, bah, en général, il y a entre 2 et 10 ans d'écart. Mais c'est pas trop grave. Si elle a 20 ans et lui 30 ans, ça va. Ok. Bah, si, ça arrive très souvent. Donc, n'ayez pas peur de ça. Alors, regardez s'il y a des petites bizarreries, genre si elle s'est mariée alors qu'elle avait 9 ans, c'est bizarre. Donc, bon, en général, on se marie quand on est majeur. Et la majorité, elle a changé au cours de l'histoire. En ce moment, la majorité est à 18 ans, c'est-à-dire qu'on peut se marier à partir de ses 18 ans. Ok. Et quoi d'autre encore, essayez de faire le calcul jusqu'à quel âge ils ont vécu si vous avez les dates de décès. Par exemple, ici, Gustave Gubero, il est né en 1939.
Et il est mort en 2019. Ça fait combien d'années il est mort? Il avait quel âge? Alors, 1939 et 2019, entre les deux, ça fait 2019 moins 1939, ça fait 80 ans. Bravo. Ah, c'est un date correct. Si vous voyez quelqu'un qui est mort, il avait 127 ans, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. En général, les personnes, elles vivent en moyenne entre 50 et 80 ans. Ok? Et on se marie aux alentours de la majorité. Voilà, dites-moi où vous en êtes.